Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre pour ce webinaire très intéressant sur l'immigration aux États-Unis, sur comment immigrer aux États-Unis, sur comment s'expatrier donc aux États-Unis. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en face de moi Paola Euskidis, qui est avocate d'immigration aux États-Unis. Euh, Localement implanté en Floride, mais je rappelle à tout le monde que le droit de l'immigration est un droit fédéral, ce qui veut dire qu'il s'applique à l'ensemble des États-Unis. Donc, vous pouvez avoir un avocat dans n'importe quel endroit des États-Unis et vous implanter dans n'importe quel autre endroit. Ça ne change absolument rien, surtout avec les technologies d'aujourd'hui. Preuve en est, c'est qu'elle est en face de moi et on n'est pas à côté. Euh, je vous propose à tous de poser vos questions et toutes ces questions seront traitées à la fin dans le Q&A, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton questions et réponses qui s'appelle Q&A sur Zoom. Je ne sais pas sur votre version française à quoi ça ressemble. Et bonjour Paola, comment vas-tu? Bonjour, très très bien. Je suis très content d'être ici. Donc, bonjour à tout le monde. Euh, Comme le disait Romain, Avant que tu commences, je voulais dire aussi que ce webinaire est organisé par le Fan bien sûr, mais il est enregistré et il sera rediffusé pour ceux qui n'ont pas le temps de rester jusqu'à la fin, pour ceux qui ont envie de revoir quelque chose d'une partie bien particulière qui les intéresse un peu plus. Il sera rediffusé sur le Fan District et vous serez prévenu dans notre newsletter. Il sera très facile à trouver sur notre site. Pardon, Paola. pas de souci. Donc, comme disait Romain, je suis avocate d'immigration aux États-Unis depuis 21 ans. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les différentes options pour émigrer aux États-Unis et ensuite, je répondrai donc à vos questions. Pour l'immigration, la plupart des gens qui veulent émigrer aux États-Unis, il y a deux grandes options d'immigration aux États-Unis. C'est la carte verte et les visas. La carte verte, c'est le Graal. C'est ce qu'il faut pour obtenir avant de pouvoir espérer obtenir un passeport américain un jour. Mais bien sûr, il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent par les visas. Il y a différents visas de travail pour les Français. Je vais les expliquer au fur et à mesure, mais on va commencer plutôt par ce que tout le monde a envie, c'est la carte verte. Donc, vous avez plusieurs options pour l'obtenir. Il y a les pétitions familiales. Les pétitions, donc, la pétition, c'est les applications. Par un employeur américain, on appelle ça le EB2. Il y a la carte verte basée sur l'investissement personnel, c'est un EB5. Et il y a des applications sans sponsor ou employeur américain, c'est le EB2 National Interest Waiver, donc d'intérêt national, ou le EB1 pour les gens extraordinaires. Donc, je vais voir tout ça, expliquer tout ça au fur et à mesure. On va commencer par la pétition familiale. Donc, qui a le droit de demander de faire une application pour vous? C'est assez simple. Euh, il y a votre conjoint américain ou votre conjoint résident légal, c'est-à-dire qu'il y a une carte verte, et un enfant majeur américain de plus de 21 ans. Et ça, c'est sans quota. Donc là, je vais m'arrêter une seconde. C'est bien sûr qu'il y a d'autres individus qui peuvent faire des demandes de carte verte pour vous, frères, sœurs, les parents, mais il y a des quotas. C'est-à-dire que pas tous les ans, le gouvernement américain va décider, il y aura tant de cartes vertes accordées aux frères et sœurs de citoyens américains, alors que quand c'est un conjoint ou un enfant majeur, il n'y a pas de quota. Ça prend quand même du temps, mais au moins vous n'êtes pas coincé avec 10 ans d'attente, par exemple, si c'est un frère ou une sœur américaine qui postule pour vous. Donc les délais, si c'est un conjoint américain et que vous êtes rentré légalement avec un visa, comme c'est le cas de la plupart des Français, là, vous pouvez espérer votre carte verte en à peu près 18 mois. J'ai bien dit 18 mois, oui, c'est long. Vous allez avoir un permis de travail au bout de 6 ou 7 mois et la carte verte au bout de 18 mois. Ça, c'est si votre conjoint est américain. Et vous pouvez rester sur le sol américain pendant la procédure et vous ferez votre rendez-vous avec votre conjoint à l'immigration aux États-Unis. Si votre conjoint est résident légal, c'est-à-dire qu'il a une carte verte, là, en revanche, il y a des quotas. Et donc, ça prend à peu près 24 mois pour obtenir la carte verte. Et durant ce temps-là, vous n'êtes pas censé être aux États-Unis, à part si vous avez votre propre visa de travail. Donc, vous attendez à l'extérieur. Si c'est un enfant américain qui fait une demande pour vous et que vous êtes rentré légalement sur le sol américain avec un visa, là, ça prend à peu près 18 mois et vous pouvez attendre sur le sol américain pour finaliser la procédure. Donc, c'est assez simple quand c'est familial.
Quand la Mais carte... familial, on parle bien de vrai mariage et non, enfin, vrai, Oui, de mariage et non pas de Pax. exactement. Le Pacs n'est pas reconnu aux États-Unis, donc c'est un mariage légal à la mairie. Donc vous avez le droit de vous marier. Le gouvernement américain se moque de où vous vous êtes marié. Ça peut être en France, en Italie, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, mais il faut que ce soit légal, un mariage légal et non pas un Pacs ou l'équivalent. Pour une demande de carte verte professionnelle, c'est toujours un employeur américain qui fait la demande pour vous. Donc, vous pouvez pas contacter un avocat d'immigration en lui disant, moi, je veux une carte verte basée sur l'emploi si vous n'avez pas un employeur qui veut faire la demande. Euh, L'employeur américain fait la demande de carte verte et la demande de carte verte va être basée sur vos diplômes, votre expérience professionnelle et donc la procédure va être plus ou moins longue. Et il va y avoir des quotas. Donc pareil, en fait, la carte verte, c'est comme une pyramide. Donc tout en haut, il y a le EB1, je vais y venir dans quelques minutes, hein. Et en dessous, il y a le EB2. Et là, vraiment, selon vos diplômes et votre expérience professionnelle, ça peut prendre 4 ans ou plus s'il y a des quotas. Donc certains avocats vont vous dire, mais non, une carte verte, un EB2, ça prend 15 jours. Oui et non. Il y a à peu près 3 ans de procédure avant de pouvoir faire le formulaire où là, on a une réponse en 15 jours. Ça, ils oublient de vous le dire. La procédure totale, c'est Prevailing Wage Report. Donc ça, c'est un rapport sur le salaire. Il y a à peu près 9 à 12 mois d'attente. Et pendant ces 9 ou 12 mois, on ne peut rien faire. Une fois qu'on a ce rapport, on peut faire la Permanent Labor Certification, donc la certification légale, qui là prend 2 ans. Pendant 2 ans, on ne peut rien faire, on attend. Et c'est seulement après ces 3 ans, presque 3 ans, que l'employeur peut faire le I-140, qui est la demande de carte verte pour l'employé, qui effectivement, si vous payez pour le premium processing, c'est-à-dire vous payez un extra à l'immigration, vous allez avoir une réponse dans les 15 jours. Une fois que c'est approuvé, c'est soit vous êtes sur le sol américain sous visa, un visa H, un visa L, et donc là, vous faites ce qu'on appelle un ajustement de statut, c'est-à-dire que tout est finalisé sur le sol américain pendant que vous êtes ici en visa H ou en visa L ou en visa O, et avec l'ajustement de statut, vous obtenez votre carte verte ainsi que votre conjoint et vos enfants mineurs. Pour l'immigration, un enfant mineur, c'est un enfant de moins de 21 ans. Le jour que c'est 21 ans, il ne peut plus profiter à bénéficier de votre visa ou de votre carte verte. À part si évidemment vous l'avez obtenu avant qu'il ait 21 ans. Si vous n'êtes pas sur le sol américain au moment où le I-140 est approuvé, donc là on appelle ça consular processing, c'est-à-dire que la procédure se termine au consulat américain à Paris avec un entretien. Pareil, là la carte verte est approuvée pour vous, votre épouse et vos enfants mineurs de moins de 21 ans. Et là, la carte verte, elle est approuvée pour 10 ans. Donc, ce qu'on appelle une carte verte définitive. Alors, vous allez me dire, c'est pas définitif, c'est que 10 ans. C'est que tous les 10 ans, ils vont vous demander une nouvelle photo parce qu'on vieillit tous et ils vont vérifier que vous n'avez pas de problème criminel, vous n'avez pas eu de problème criminel pendant ces 10 ans. C'est assez basique, rien de compliqué de renouveler une carte verte en sachant que, et je ne vais pas couvrir la naturalisation aujourd'hui, mais évidemment, si vous avez une carte verte valable 10 ans, vous savez qu'au bout de 5 ans, si vous qualifiez, vous pouvez faire une demande de passeport américain et que la France reconnaît la double nationalité. Donc, si vous obtenez un passeport américain, vous ne perdez pas votre passeport français. Euh, une autre manière d'obtenir la carte verte, c'est une pétition par l'investissement. Donc là, vous êtes totalement indépendant. Vous dépendez d'aucun employeur américain, vous faites pour votre propre demande. En revanche, c'est basé sur un investissement de 1,50 million en fonds propres, argent mis à risque, placé à risque, je vais y revenir, et création de au moins 10 emplois dans les 2 ans. Donc là, vous voyez, ça peut être 800 000, oui, mais ça, c'est un peu l'exception. C'est quand vous développez, vous investissez dans une région entre guillemets pauvres aux États-Unis. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment booster l'économie de cette région. C'est pas forcément un État. Par exemple, en Floride, même autour de Miami, il y a des poches, on appelle ça ETA, de quartiers que la ville, la ville de Miami, le district et le comté de Miami-Dade veulent développer. Donc, si vous tombez dans ces petites poches-là, c'est plus 1,50 million, c'est 800 000. OK? Ça veut dire quoi, mise à risque?
Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de transférer 1,50 million de fonds propres d'un compte épargne en France sur un compte business aux États-Unis. Vous pouvez tout à fait, en fait, vous engager à risque, c'est-à-dire que vous êtes garantie personnelle sur une partie de ces fonds. OK? Et là, vous êtes complètement indépendant, c'est votre business, vous contrôlez votre investissement, c'est votre compagnie, vous contrôlez les embauches, les employés, c'est vraiment votre business. Donc, on va parler du Visa E2, qui n'est pas une carte verte un peu plus tard, où là, c'est juste 100 000 investis. Le EB5, c'est le même principe, sauf que c'est 1,50 million et c'est pour une carte verte. La carte verte, elle est valable 2 ans, elle est temporaire au début. La migration veut s'assurer que vous allez continuer votre business et continuer avec les emplois, 10 ou plus. Et si c'est le cas, 2 ans plus tard, votre carte verte devient définitive. Donc là, c'est un moyen financièrement intéressant de pouvoir obtenir une carte verte avec votre investissement. En revanche, on a eu une nouvelle loi en 2021 qui nous permettait de faire l'ajustement de statut en même temps que la demande de carte verte basée sur l'investissement. C'est-à-dire que vous arrivez en visa touriste, pas en ESTA. En visa touriste ou en visa E2 ou en visa de travail H, L ou O. Et là, à un moment donné, vous investissez et comme vous êtes sur le sol américain de manière légale, vous faites ce qu'on appelle un ajustement de statut, c'est-à-dire demande de carte verte avec tout le processus qui se fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc ça c'est la nouvelle loi, sauf que c'est mal organisé, les délais sont très longs. C'est à peu près 3 à 4 ans pour obtenir la carte verte. Et j'avoue que pour les clients qui sont tombés sous la nouvelle loi, il y a eu des moments où il y a eu des délais entre un permis de travail et le suivant, au niveau des renouvellements, parce que vous avez droit à un permis de travail en attendant la carte verte basée sur l'investissement. Pareil pour le permis de voyage, il y a eu des délais au niveau des renouvellements, et donc moi j'ai eu des clients qui parfois pendant 4, 5, 6 mois ne pouvaient pas voyager à l'extérieur des États-Unis, ce qui est un vrai problème quand vous êtes un investisseur et un businessman, vous devez pouvoir sortir du territoire pour le business. Donc ça c'est un des problèmes de l'EB5. Là ils sont en train d'être un peu mieux organisés. Ils accordent les permis de travail basés sur le B5 pour 5 ans et les permis voyage, a priori, aussi. Donc, ce qui veut dire que pendant le processus de votre B5, de cette carte verte basée sur l'investissement, vous allez obtenir un permis de travail, vous et votre conjoint, ainsi qu'un permis de voyage pour vous, votre conjoint et vos enfants mineurs. OK? Donc ça, c'est le EB5. Beaucoup de gens arrivent en E2 pour pouvoir, donc le visa investisseur, pour pouvoir arriver rapidement et voir si les États-Unis leur convient, si leur business démarre vraiment, et ensuite passe sur un EB5. C'est assez fréquent. Ensuite, je voulais vous parler des pétitions, des applications sans sponsor américain. Donc là, c'est l'intérêt national. Il y a aussi pas mal de visas E2, visas investisseurs qui, à un moment donné, s'ils qualifient, vont passer sur l'intérêt national pour obtenir une carte verte. Vous faites votre demande tout seul. Vous n'avez absolument pas besoin d'un employeur américain. Donc là, faut certains diplômes, expérience. euh, ils veulent voir ce qu'ils appellent habilité exceptionnelle. Donc, vous devez quand même euh, être plus, dépasser la moyenne pour pouvoir qualifier. L'intérêt national, c'est là que, en général, ça peut coincer, puisque quand vous ouvrez, par exemple, un restaurant avec un visa E2, un visa investisseur, leur arriver à convaincre l'immigration que c'est l'intérêt national, c'est un peu compliqué. OK? Donc, l'intérêt national, beaucoup de E2 essayent et beaucoup d'intérêt national sont refusés, de EB2, NIW sont refusés parce que justement, il n'y a pas cette notion d'intérêt national dans le projet que vous avez commencé avec le E2. L'autre souci qu'on a avec l'intérêt national, c'est que régulièrement, il y a des quotas. C'est-à-dire que même si vous qualifiez, il faut attendre 2 ou 3 ans pour que finalement les quotas soient atteints et que là, l'immigration vous dit c'est bon, vous pouvez faire votre demande d'ajustement de statut, c'est-à-dire vraiment la demande de carte verte. Donc là, vous êtes en E2 qui est valable 4 ans. Vous faites votre demande d'intérêt national rapidement, puisque s'il y a un quota, vous savez que vous allez peut-être devoir attendre 2 ou 3 ans avant de pouvoir finaliser la procédure. Et durant ces 2 ou 3 ans, vous
voulez pouvoir rester aux États-Unis légalement avec le bon visa de travail ou le visa E2. OK? Mais voilà, il y a beaucoup de visas E2 investisseurs qui essaient de passer sur l'intérêt national. Ça dépend vraiment de votre projet. Euh, Alors, Paola, juste, certaines personnes viennent de nous rejoindre avec oui, un tout petit peu de retard et je voulais rappeler un principe, c'est que vous pouvez poser vos questions à Paola en les écrivant dans le Q&A, en appuyant sur le bouton Q&A. Et si vous êtes arrivé en retard et que vous voulez revoir le début, tout ceci est enregistré et sera rediffusé sur le Funstrict ainsi que sur YouTube, sur notre chaîne. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez, ce que vous avez perdu, vous allez le revoir. Pardon, Paola. pas de souci. Euh, ensuite, euh, une autre manière d'obtenir une carte verte sans offre d'emploi ou employeur américain. Donc, après le EB2, National Interest Waiver, d'intérêt national, vous avez la crème de la crème, le EB1. Donc là, vous n'avez toujours pas besoin d'offre d'emploi, vous n'avez pas besoin d'un employeur américain, vous êtes juste exceptionnel. Il y a quand même beaucoup de gens qui me disent, mais non, je ne le suis pas. Je fais beaucoup de EB1. Euh, oui, c'est la crème de la crème, mais c'est pas juste les artistes ou les prix Nobel. OK? Moi, je suis plutôt spécialisée dans les businessmen, donc j'appelle ça mes businessmen de l'année. Mais on va avec les trois éléments, c'est-à-dire on ne va pas avec le prix national ou international. Ça, il y en a quand même très peu, surtout au niveau business. On va essayer de prendre dans les 10 éléments proposés par l'immigration au moins 3 où le client peut qualifier. Donc, très souvent, dans le businessman, j'ai souvent au moins un prix national. La presse, on ne peut pas faire un EB1. Pareil d'ailleurs pour l'intérêt national. C'est impossible de faire ces deux cartes vertes sans qu'il y ait de la presse, c'est-à-dire des publications à votre sujet et au sujet de votre business. Donc, préparez un pressbook. Je sais que Vivant Heureux, Vivant Caché en France, là, le EB1, c'est pas possible. Et quand j'ai attaqué le visa O, c'est pareil, ce n'est pas possible. Vous devez vraiment être visible en France et si possible aux États-Unis, mais surtout en France. Donc certaines personnes dans mes businessmen de l'année, je sais qu'ils peuvent qualifier, mais ils n'ont pas assez de presse. Et donc là, on se donne du temps. Donc si vous arrivez en visa E2, visa investisseur, on sait qu'on a 4 ans. Et donc là, on va se prendre un an pour préparer un pressbook où là, je vais vous aider à justement avoir des publications dans les magazines américains, dans les magazines français. On va prendre son temps pour être sûr qu'il y a suffisamment de publications pour vous qualifier pour un EB1. Pourquoi le B1 est extraordinaire? Parce que si vous arrivez à qualifier, c'est un visa qui va être une carte verte qui est approuvée en 15 jours. Parce que évidemment, on fait la demande en premium, c'est-à-dire qu'on demande à l'immigration et on paye l'immigration pour avoir une réponse en 15 jours. Ça s'applique à toute la famille. Donc, par exemple, si vous avez des enfants qui vont bientôt avoir 21 ans, il faut vraiment regarder si vous pouvez qualifier pour le EB1, puisque dès que le EB1 est approuvé, on lance l'ajustement de statut. Donc, ça veut dire que là, toute la famille est ici légalement sous visa touriste Palesta ou un visa de travail ou un visa investisseur. Et là, dès que le B1 est approuvé, on lance l'ajustement de statut pour tout le monde, le conjoint et les enfants de moins de 21 ans. Une fois que l'ajustement de statut est envoyé, là, ça arrête l'horloge si vous avez des enfants qui vont avoir 21 ans. Donc ça, c'est l'avantage, ça va très vite. Même si vous n'êtes pas sur le sol américain, j'ai quelques clients qui attendent à l'extérieur et que vous attendez pour votre entretien en France, à partir du moment où c'est au consulat américain à Paris, pareil, l'horloge s'arrête pour les enfants qui vont avoir 21 ans. Ça prend pas plus de temps, que ce soit l'ajustement de statut sur le sol américain une fois que le B1 est approuvé ou euh, le consulat, c'est à peu près la même chose. Vous attendez 6 à 9 mois entre le moment où le B1 est approuvé et le moment où vous obtenez votre carte verte. OK? Donc, regardez bien les éléments. En général, moi, j'aime bien travailler sur 4 éléments. Euh, Comme ça, je me dis, bon, l'immigration, on va en approuver 3. Il y en a peut-être un qui est un peu faible. OK? Donc, c'est pas grave. Euh, la plupart de mes businessmen ont été juges dans des écoles de commerce, renommées en France, ou pour Juge, tu veux dire jury ou... ouais, exactement. D'accord. Donc, juger du travail de certains étudiants en école de commerce,
juger du travail de vos pairs quand il y a des organisations qui lancent pour les startups, etc., où il y a des jeunes compagnies qui se présentent, qui font des pitchs. Et donc là, moi, mon client était juge ou jury dans ce genre de choses, par exemple. OK? Le salaire, si vous avez un salaire bien au-dessus de la moyenne en France pour le job que vous avez, c'est pareil, on peut utiliser ça. Et comme je vous dis, là, sur les 10 éléments, enfin, il n'y a pas 10 éléments pour les businessmen, j'ai mis que les éléments qui vraiment concerneraient des gens dans le business, mais c'est la presse. Je peux pas le dire assez. C'est si vous avez aucune publication à votre nom, à votre sujet et au sujet de votre compagnie, c'est pas possible de faire un EB1. OK? Mais voilà, ça, c'est vraiment Mais ça se la rattrape. crème de la crème. C'est la carte verte que tout le monde veut obtenir puisque elle s'applique à toute la famille, elle est rapide et vous avez surtout pas besoin de sponsors américains. Donc là, je viens de vous parler des cartes vertes où, comme je vous l'ai dit, à part trois cartes vertes, carte verte basée sur l'investissement, carte verte internationale ou le EB1, la crème de la crème, toutes les autres demandent un sponsor américain, que ce soit la famille ou un employeur américain. Donc, comment font les Français qui veulent venir assez rapidement aux États-Unis? Ils commencent par les visas de travail. Et donc, les visas de travail, bien entendu, il faut un employeur américain. Donc, vous avez le H1B qui est assez connu, le L, transfert de manager, le O, habilité extraordinaire, Par euh, employeur américain, tu veux dire une société américaine. une société américaine. Voilà, Euh, qu'elle soit détenue par un c'est néerlandais, un c'est russe ça. ou peu importe, elle Donc, est sur le territoire américain. c'est ça. Donc, si votre employeur, votre patron est de nationalité française et qui parle français, c'est toujours une compagnie américaine puisqu'elle est sur le sol américain. C'est ce que je veux dire. OK? Romain a tout à fait raison. Donc, on va parler d'abord des visas de travail. Donc, là, je pense que tout le monde a entendu parler de ce qui se passait un petit peu avec le H1B, qui est quand même le visa de travail le plus populaire. Donc, les règles actuelles, je vais parler de pourrait se passer l'année prochaine. Les règles actuelles, c'est que vous avez un bac plus 4, c'est-à-dire un bachelor, ou l'expérience professionnelle, et ou de l'expérience professionnelle, c'est-à-dire par année universitaire non faite, vous pouvez prouver 3 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine d'activité. C'est l'un ou l'autre, ou les deux. OK? Vous avez un employeur américain qui fait une offre d'emploi et qui ne peut pas trouver votre équivalent sur le sol américain. Donc, par exemple, quand vous avez fait des études de marketing ou de communication, très difficile d'obtenir un H1B puisqu'il y en a à foison déjà des jeunes qui sortent des écoles de marketing et de communication aux États-Unis et ils sont complètement anglophones, ce qui n'est pas le cas quand on vient de France. Et donc la compagnie doit prouver qu'elle a les moyens financiers de vous embaucher. Ça dure combien de temps? Donc le H1B est un peu compliqué, dans le sens où aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a une loterie en mars de chaque année, début mars de chaque année. Donc là, vous rentrez votre nom dans la loterie, avec le nom de l'employeur potentiel, etc. C'est très simple. L'immigration a augmenté les tarifs, je crois que c'est à 250 $ aujourd'hui, mais à vérifier. Et quelques semaines plus tard, fin mars, il y a littéralement une loterie. Donc là, on a des quotas annuels pour le H1B, 66 000 par an plus 20 000 pour ceux qui ont des Master 2 ou des doctorats. Donc, 88 000 en fait en tout. Donc là, ils vont tirer au sort. Si votre nom est tiré au sort, donc si votre nom n'est pas tiré au sort, bon, bah, vous recommencez l'année prochaine. Si votre nom est tiré au sort, là seulement, votre employeur peut faire la demande officielle de H1B. Donc, il n'y a pas de garantie que ce sera approuvé. Fait la demande de H1B pour un emploi qui commencera en octobre de cette année-là. OK? Donc, c'est un processus. Si le H1B est approuvé, il est valable 3 ans, renouvelable une fois. Il est valable le conjoint a H4, c'est-à-dire il ou elle a un permis de travail général. Le conjoint peut aller travailler pour qui il ou elle veut, pour elle-même, pour une autre compagnie américaine, complètement libre. Et les enfants mineurs, moins de 21 ans, peuvent venir avec vous aux États-Unis, vivre aux États-Unis, aller à l'école. Mais les enfants de plus de 16 ans ne pourront pas travailler. Pourquoi je dis ça? La plupart des jeunes Américains, dès qu'ils ont 16 ans, la première chose qu'ils veulent faire, c'est avoir un petit job. Donc, vos enfants vont avoir plein d'amis américains qui vont aller bosser. Eux ne pourront pas. Un enfant de H ne peut pas avoir de permis de travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains H1B? J'imagine que vous avez tous entendu parler
du décret exécutif du président Trump il y a 15 jours sur le H1B. Donc là, c'est 100 000 dollars par an par employé qui est sous H1B. Donc aujourd'hui, on sait, et ça a été confirmé, que ce décret, ces nouvelles règles ne s'appliquent pas au visa H1B actuel ou au renouvellement de H1B. Ces nouvelles règles ne s'appliqueront que pour les H1B qui seront tirés au sort en mars 2026. Et il y a une telle opposition, aussi bien par les cours de justice que par son propre gouvernement, qu'on ne sait vraiment pas à quelle sauce les H1B vont être mangés en 2026. Il y aura peut-être aucun changement finalement. Donc ça, c'est à suivre. Pour l'instant, on a un décret exécutif qui n'a pas été approuvé par le Congrès. Donc, à suivre pour les H1B. Aujourd'hui, les règles du H1B sont les règles que vous voyez sur votre écran. On verra bien en 2026, tirage au sort, mars 2026, ce qui se passe. Les autres visas de travail, vous avez le visa L, c'est un transfert de manager. Donc là, vous avez une compagnie conséquente en France qui vous transfère aux États-Unis dans une filiale. Donc là, il faut prouver que vous avez été manager ou spécialiste dans la compagnie, la maison mère, par exemple, en France pendant au moins un an, ok. Et que vous avez un bac, vous avez le bac plus au moins 4 ans d'année universitaire. Et là, on vous transfère pour position équivalente. Donc, si vous étiez manager en France, on vous transfère pour être manager aux États-Unis. Si vous étiez un spécialiste en France, on vous transfère pour être spécialiste aux États-Unis. Donc, pareil, là, c'est l'employeur américain, finalement la filiale américaine, qui fait la demande de visa L, visa de travail L, pour vous. Si on fait ça en premium, c'est-à-dire qu'on paye un supplément, vous avez une réponse dans les 15 jours, sinon ça prend plusieurs mois. Le L est valable 3 ans, renouvelable une fois. À part, il y a une exception, si vous ouvrez une nouvelle filiale. C'est-à-dire que vraiment, elle est vide. Il y a un, deux, trois employés, mais elle est vide, elle est toute neuve. Là, le L, s'il est approuvé, il sera approuvé que pour un an. Vous aurez un an pour faire vos preuves en tant que manager de la nouvelle filiale pour pouvoir être renouvelé 3 ans. Ok. Quand je parle d'une compagnie conséquente en France, c'est pendant des années, ça marchait très bien. Les patrons de PME en France se faisaient transférer aux États-Unis. Donc la boîte française n'existait plus. Ce n'est plus possible. Donc, quand je parle d'une compagnie conséquente en France, c'est-à-dire que vous avez une compagnie avec une vingtaine d'employés et vous avez vraiment une chaîne de management. C'est-à-dire que vous êtes en haut, d'accord, mais il y a une chaîne de management. C'est-à-dire que quand vous partez, la compagnie continue d'exister grâce à ses managers. Et il y a des employés en dessous. Si c'est juste vous, votre femme et un comptable ou une secrétaire, le L n'est pas envisageable. OK? Euh, Pareil, avec un visa L, votre conjoint a un permis de travail général et vos enfants, pareil, peuvent venir et aller à l'école, mais ne peuvent pas travailler. Le dernier visa de travail, c'est le visa O, donc habilité extraordinaire. C'est vraiment le niveau juste en dessous, le B1, donc le B1, carte verte, crème de la crème. Ça, c'est le niveau juste en dessous. Euh, L'inconvénient du O, c'est que les conjoints n'ont pas de permis de travail. Le conjoint ne peut pas travailler. Donc ça, c'est vraiment un problème. Euh, Pareil pour un O, s'il n'y a aucune presse à votre sujet, c'est un souci pour faire une demande de visa O. Il vous faut aussi un employeur américain qui a les moyens financiers de vous embaucher. Il faut un rapport professionnel, donc c'est une consultation par vos pairs euh, qui va justifier que vous avez une habilité extraordinaire. Si vous payez le premium, vous avez une réponse dans les 15 jours. Sinon, ça prend plusieurs mois. Le visa O, comme les autres visas, est valable 3 ans, renouvelable. Donc, tous ces visas de travail demandent un employeur américain, donc le H, le L, le O. Sans employeur américain, vous ne pouvez absolument pas commencer la procédure. Et il n'y a pas de route directe de ces visas-là à une carte verte. C'est pas parce que vous avez un H que automatiquement vous allez avoir une carte verte. On retombe pour obtenir une carte verte sur le EB2. Donc ça, c'est la carte verte basée sur l'emploi demandée par votre employeur. Euh, et donc l'employeur n'a aucune obligation de faire une demande de carte verte pour vous. C'est-à-dire qu'il vous embauche en H1B ou en O ou en L. Et après un certain temps, vous vous dites, bon, moi j'aimerais bien la carte verte,
Là, il faut quand même demander à votre employeur, et il peut dire oui, mais il a tout à fait le droit de dire non. Il n'y a aucune obligation. Et c'est que votre employeur qui peut faire cette demande, d'où l'avantage quand vous venez en couple, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple le H1B, et votre employeur vous dit non, non, moi je ne veux pas faire la demande de carte verte, trop compliqué, trop cher, trop long. En revanche, votre conjoint, lui, travaille pour une autre compagnie américaine, avec son permis de travail général, et cette compagnie américaine veut bien faire une demande de carte verte pour lui ou elle. Et bien là, toute la famille l'obtient aussi. Donc vous avez deux options, par vous-même ou avec votre conjoint, quand vous êtes sous visa de travail. Et évidemment, sous visa de travail, à un moment donné, vous pouvez très bien décider de vous lancer sur un EB1 ou sur un EB5 si vous qualifiez. Donc le B5, c'est la carte verte basée sur l'investissement, 1,50 million, et le EB1, crème de la crème. Donc si vous qualifiez, là évidemment, vous pouvez faire la demande, même si l'employeur ne veut pas vous aider. Et quels sont Euh, les profils à peu près pour ces visas O? pardon? Quels sont les profils à peu près pour ces visas O? Ça peut être business, mais c'est assez rare. Il y a toujours un côté un peu artistique. Donc le haut, par exemple, ça va être les chefs dans les restaurants. J'ai beaucoup de chefs en haut. Ça va être les coiffeurs qui sont passés, qui ont fait leur formation ou qui ont travaillé pour des grands noms en France. Ça va être des grands chocolatiers. Ça peut être Des le comédiens? meilleur ouvrier de France. Euh, Des comédiens, des sportifs, des artistes? Bien sûr. Ah bah oui, les artistes et les sportifs toujours. Alors pour les sportifs, il y a le visa P, je couvre pas ça aujourd'hui, mais qui peut être plus adéquat. Ok. D'accord. Mais on peut les qualifier sous O. En fait, O, c'est souvent l'étape pour ce côté artistique ou sportif, ça, c'est souvent l'étape juste avant la carte verte qui est souvent un EB1. D'accord. Ok. Donc ça leur permet, ça leur donne 3 ans ou 6 ans pour justement devenir connus aux États-Unis en tant qu'artiste ou sportif. Et là, après, hop, ils vont sur un EB1. Ok. En fait, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que il y a un process pour arriver à la carte verte et au passeport américain. Donc ça peut être long, et oui, c'est long, mais si vous suivez les étapes, c'est c'est de la logistique. Donc vous commencez par un visa de travail, puis la carte verte, puis le passeport. Si vos enfants de 21 ans sont à l'université, ils vont commencer par le visa étudiant, donc le F1. Là, ils vont faire leurs études pendant 4 ans ou 7 ans. À la fin de leurs études, ils ont droit à l'OPT. Donc là, c'est un an, de 1 à 3 ans de permis de travail qui permet à un jeune étudiant d'aller travailler dans son domaine d'études pendant 1 an ou 3 ans et avec une compagnie américaine. Et durant cette année-là ou ces 3 années-là, faire en sorte que l'employeur américain fasse une demande de H1B pour le jeune diplômé, puis ensuite carte verte. Donc c'est un processus. Euh, c'est pas rapide, mais évidemment, enfin, moi je fais de l'immigration depuis 2004. J'ai littéralement, voilà, maintenant j'ai des gens qui ont commencé en tant qu'étudiants qui sont américains depuis longtemps. Donc, il faut suivre la procédure et il n'y a aucun souci. Euh, donc, je sais que les Français sont beaucoup intéressés par le visa investisseur qui est donc un visa non immigrant, exactement comme les visas de travail H, L et O. En revanche, vous n'avez pas besoin de sponsor américain ou d'employeur américain. Est-ce Vous que êtes, tu peux préciser ce que ça veut dire non-immigrant? Parce que c'est pas un vocabulaire. c'est une Enfin, question d'intention. voilà. C'est-à-dire que quand vous faites une demande de carte verte, la carte verte, c'est un visa immigrant. Vous avez l'intention d'immigrer, de vous installer aux États-Unis, de peut-être devenir américain. Un visa non immigrant, il est valable à court, donc c'est 3 ans renouvelables pour la plupart. Bon, le visa E2, c'est 4 ans renouvelable. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention d'immigrer, de rester aux États-Unis. C'est juste une période de votre vie, 3 ans, 4 ans ou 6 ans, et à la fin, vous allez rentrer en France. Ok. Donc pour certains visas, ça n'a aucun sens, notamment le visa E2, je vous l'accorde, ça n'a aucun sens, mais c'est un visa non immigrant, dire que officiellement, vous avez l'intention de rentrer en France le jour où votre visa E2 expire et ou n'est pas renouvelé. Ok. Donc le visa E2, vous faites la demande vous-même, c'est un visa rapide, un des rares visas rapides à obtenir justement, sans dépendre d'un employeur américain. Les deux règles d'or du visa E2, c'est vous investissez 100 000 dollars à peu près de fonds propres dans un business aux États-Unis, que ce soit création,
rachat d'une entreprise existante ou achat d'une franchise. Et vous créez de l'emploi. Le E2 a été imaginé par le gouvernement américain pour amener de la valeur et créer de l'emploi aux États-Unis. Valeur, c'est-à-dire de l'argent, et de l'emploi, c'est-à-dire l'emploi pour les Américains. C'est-à-dire que si vous montez un business qui ne fait vivre que vous et votre famille, vous ne qualifiez pas pour un visa E2. OK. Donc ces visas-là sont approuvés en quelques semaines au consulat américain à Paris. Le visa E2 s'applique à l'investisseur qui a la majorité des parts, c'est-à-dire que vous avez une compagnie aux États-Unis, une LLC qui est l'équivalent d'une SARL, où là vous avez au moins 51% des parts. Donc là, vous obtenez le E2. Vous ne pouvez travailler que pour cette compagnie-là qui tient le E2, mais votre conjoint, il ou elle, obtient un permis de travail général qui lui permet d'aller travailler pour qui ou elle veut, pour avec vous ou pour son propre business ou pour une autre compagnie américaine. Et si elle travaille ou il travaille pour une autre compagnie américaine, là, la famille peut espérer faire une demande de carte verte grâce au conjoint qui travaille pour une compagnie américaine, et là, toute la famille l'obtient. Et là, on retombe sur le EB2 avec un employeur américain grâce au conjoint de l'investisseur. En revanche, l'investisseur, ça j'ai souvent cette question, ne peut travailler que pour la compagnie qui tient le E2. Donc si je prends un exemple concret, vous achetez un restaurant. Donc là, c'est toujours un exemple que je pense que c'est facile, c'est très visuel. Là, vous avez votre investissement, évidemment que c'est à peu près 100 000 ou plus. Vous avez des employés, parce que vous ne pouvez pas tenir un restaurant tout seul, et vous êtes propriétaire du restaurant à 51% ou plus. OK. Donc là, vous ne pouvez travailler que pour le restaurant. En revanche, votre conjoint, il ou elle peut aller travailler pour une autre compagnie et essayer d'aller chercher la carte verte pour toute la famille. En tant qu'investisseur, Visa E2, il y a une niche. C'est le Visa E2 essentiel, employé essentiel. Donc là, je reprends l'exemple de mon restaurant. Donc là, David Durand, il a un visa E2 investisseur, il est propriétaire du restaurant, mais en fait, David Durand, il n'a jamais été restaurateur et ou cuisinier. Donc là, il fait venir un chef ou un cuisinier de France. C'est-à-dire que l'employé essentiel a la même nationalité que lui. Donc l'investisseur est français, l'employé essentiel est français. C'est un chef, le restaurant ne peut pas fonctionner sans ce chef-là. Donc le chef est essentiel au succès de l'investissement de David. Donc là, vous faites un E2, employé essentiel. L'employé essentiel n'a pas besoin d'investir. Il peut, mais il n'a aucune obligation de mettre de l'argent dans le business. En revanche, son E2 est complètement lié à l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur l'employé essentiel, si l'investisseur perd son E2, si l'investisseur devient résident légal avec une carte verte, l'employé essentiel perd son statut d'immigration et doit rentrer en France. Pour l'employé essentiel, il peut aussi venir avec son conjoint qui obtiendra un permis de travail général pour aller travailler ailleurs. Et pour les enfants mineurs aussi, toujours moins de 21 ans. Et donc là, l'employé essentiel n'a absolument pas besoin d'investir quoi que ce soit dans le business. C'est l'avantage d'être un E2 investisseur. Ça vous permet de faire venir des employés de France si on peut convaincre l'immigration qu'ils sont essentiels à la réussite de votre investissement aux États-Unis. Euh, L'inconvénient du E2, il n'y a définitivement pas de moyen direct d'obtenir une carte verte. Donc, c'est soit votre conjoint qui va la chercher grâce à un emploi dans une compagnie américaine, soit c'est le EB5, donc ce que je vous disais, beaucoup de gens arrivent en E2 parce que c'est rapide, 100 000 dollars investis. Et là, on aime les États-Unis et oui, le business fonctionne très très bien. J'ai le million 50, je l'émets, je fais une demande de EB5, carte verte basée sur l'investissement. Ou, plus compliqué, j'ai un business qui peut qualifier comme intérêt national. Et là, je pars sur le EB2, intérêt national, pour obtenir la carte verte pour moi et toute la famille. Donc, je pense que j'ai couvert à peu près tous les visas de travail et les cartes vertes aux États-Unis. J'ai pas couvert la naturalisation parce que de toute façon, il faut passer par une carte verte pendant 3 à 5 ans avant de pouvoir qualifier pour la naturalisation. Mais si vous avez des questions sur le sujet, bien sûr que je peux y répondre. Alors, il y a Donc, pas mal de voilà. questions. Vas-y, je t'en prie. Mais moi, j'en ai une, parce que je vais passer en premier. Oui, vas-y, En fait, c'est une question que je t'ai jamais posée. vas-y. Est-ce que un Français, un couple français, peu importe, qui arrive en EB2, en E2, en visa E2, Mhm. le visa investisseur, qui s'installe aux États-Unis, sa société fonctionne, elle fait la demande. Est-ce qu'elle peut demander une carte verte?
pour un Français? Est-ce qu'elle... Oui, Oui, c'est ça qui est incroyable, tout voilà, à c'est fait. ça. C'est complètement injuste. C'est-à-dire que vous arrivez en visa investisseur, donc vous êtes coincé, entre guillemets, avec un visa E2 qui est valable 4 ans, Non-immigrant. non immigrant. Donc, je vous rassure tout de suite, hein, le visa E2 est renouvelable tous les 4 ans tant que votre business fonctionne. J'ai des clients qui sont en E2 depuis 15 ans. Mais bon, voilà, tous les 4 ans, il faut passer à l'ambassade avec cette crainte de ne pas être renouvelé. Donc là, vous êtes l'investisseur. En revanche, vous faites venir vos cuisiniers, justement, de France, employés essentiels. Et là, votre compagnie américaine, qui n'a pas le droit de vous sponsoriser, vous n'avez pas le droit de vous auto-sponsoriser. En revanche, vous pouvez sponsoriser pour la carte verte vos cuisiniers, qui sont ici en E2 essentiels. Tout à fait, Romain. Donc, c'est pas juste, mais c'est comme ça. J'étais pas sûr de la réponse, hein. Ma question était Ben sincère. voilà. On en Parce que parlera, on n'en parle jamais, c'est c'est tellement vrai. illogique, c'est tellement Oui, illogique. c'est complètement illogique. Et c'est vrai que lors des webinaires hebdomadaires, on parle, j'ai jamais cette question-là. Mais oui, tout à fait. C'est un E2 investisseur peut sponsoriser la carte verte d'un E2 employé essentiel. Donc après, il faut divorcer avec son conjoint et que le conjoint épouse l'employé qui est devenu carte Oui, verte. on va éviter de faire ça, Ah, ça pourrait être marrant, je suis sûr que ça a déjà existé. Euh, probablement. Est-ce que tu veux lire les questions ou tu veux que je les lise? Alors, attends, est-ce que le chat, voyons Euh, voir. Ben, vas-y si tu veux. il faut aller jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a une excellente question que j'ai beaucoup aimée. Et Ben, je je te suis pas en laisse train... choisir, vas-y. Alors, je vais commencer par le début. Je suis actuellement aux États-Unis pour pour les études avec un visa J1. Oui, Très bien. C'est un visa aussi qu'on appelle un visa de stage. oui. Est-ce possible d'avoir une activité entrepreneuriale sous ce statut? Oh, il m'a contacté. Je suis contente qu'il soit là. Ah, je me souviens plus de votre prénom. Je suis désolée, je suis pas sur le chat. Je me souviens de votre email. Donc J1, non. La réponse courte, c'est non. Vous ne pouvez pas travailler en dehors de ce que vous faites sous le J1 qui a été approuvé par l'immigration. Il n'y a pas de réponse longue. En Ouais, fait, c'est la seule réponse. ouais. Donc évidemment, Il a le droit de créer une société, mais il n'a pas le c'est ce droit que d'y j'allais travailler. dire, exactement. Voilà. Donc n'importe qui est aux États-Unis, même un illégal, a le droit d'ouvrir une LLC. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL. Et donc là, d'être actionnaire, majoritaire, minoritaire, aucune importance. Donc là, le J1 peut ouvrir sa LLC, donc son business. Il peut euh, obtenir Embauché, des dividendes, embaucher du personnel, etc., qui va ça peut faire tourner devenir la une boutique, multinationale. exactement, Hein. et se faire des chèques de dividendes. Mais il ne peut pas être employé de Voilà. cette compagnie. Il ne peut être employé et recevoir un salaire que de la compagnie qui a fait son J1. Donc, une société qui générerait beaucoup d'argent sans employés, ça serait louche. Ah bah Et, évidemment, ça veut dire, et, ça- attendez, comment vous faites si vous ne travaillez voilà. pas? Et sachant Donc que là, évidemment, il faut l'IRS des employés. et l'immigration travaillent un petit peu de Et faites très concert ou pas attention d'ailleurs? quand vous êtes sous J1 et F1, comme vous êtes jeune, l'immigration va vraiment regarder ce que vous fabriquez beaucoup plus que pour des familles. Quand vous Eh arrivez ouais. en famille sous visa investisseur, sous visa de travail, l'immigration, elle va pas trop chercher. Si vous avez été approuvé, vous êtes approuvé. En revanche, pour les jeunes, J1, donc stage, F1, étudiant, là, ils vont vraiment regarder. Ils vont Parce regarder. que ils savent que potentiellement, vous pouvez avoir une petite envie de rester aux États-Unis, C'est d'y ça. trouver une fiancée que vous allez épouser, un travail légal ou pas légal, C'est ça. etc. Voilà. Donc faites très attention parce qu'en fait, si l'immigration découvre que vous travaillez illégalement, vous perdez votre statut, vous pouvez être interdit de séjour pendant un certain temps. Ça va de 3 à 10 ans. Donc c'est quand même très cher payé. Alors, on a une question. Mon frère est devenu citoyen américain il y a plus de 10 ans maintenant, Mhm, et on a rempli un dossier de sponsoring parce que, ils sont mhm. siblings, mais aucune nouvelle depuis 12 ans. Est-ce que c'est Des- possible d'accélérer la procédure? Non. Ouais. Il y a des quotas, c'est ce que j'expliquais au niveau de la carte verte familiale. Donc là, vous pouvez aller vérifier. Alors, Fred, il s'occupe du chat là où tu es tout seul. Non, non, je suis tout seul. Ah, Tu veux donc que là, je... il y a le site internet légal de l'immigration. Donc si vous allez sur Visa Bulletin, Visa Bulletin, octobre 2025, vous allez voir que vous tombez sous la catégorie F4. Ok, ça c'est quand c'est un frère ou une sœur américain qui postule pour vous. Et vous allez voir les dates.
des dossiers sur lesquels travaille l'immigration. Et là, vous aurez une meilleure idée de où vous en êtes. Si votre frère a envoyé le dossier il y a 12 ans, là aujourd'hui, pour la France, de mémoire, on en est plutôt à au moins 14 ans de procédure. Donc je pense que vous avez au moins encore 2 ans à attendre avant d'avoir des nouvelles. Mais vous pouvez aller vérifier. C'est Visa Bulletin et vous mettez octobre Octobre. 2025. Et là, Je crois que je voilà. l'ai. Je crois Tu que je l'as? l'ai et je vais le mettre dans le chat. Parfait. Dis-moi si c'est ça. Mais Je vais mettre sur le chat. Chat. moi, C'est c'est ça, sûr. exactement. Tout à Voilà. fait. Donc là, vous allez là-dessus. Il y a plusieurs tableaux. Alors, vous n'allez peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais c'est quand même assez facile. Le premier, c'est Family Petition. Donc, c'est vous. Vous allez tomber sous F4. Cherchez pas à comprendre. F4, c'est les siblings. Et là, vous allez regarder les dates. Et vous pourrez voir où vous en êtes, puisqu'en fait, sur le reçu de l'application que votre frère a fait il y a 12 ans, il y a une date, ce qu'on appelle la date de priorité, priority date. Et en fonction de ça, vous verrez où ils en sont, l'immigration. Mais il n'y a aucun moyen d'accélérer la procédure. On a quelqu'un d'autre qui nous dit ça fait 3 ans que j'attends. Alors, j'ai du mal à comprendre. Je confirme, peut-être qu'il parle de la question précédente ou de ce que tu disais, Paola. Ça fait 3 ans que j'attends, je confirme. Première demande d'accord sur l'emploi et le salaire rejeté. Bon, ça devait être un commentaire en fait sur Ok. peut-être le H1B ou. Hmm. Ensuite, quelqu'un nous pose pas de question, mais nous écrit visa L1B. Ok, alors Allez, on va pas, L1B, on va pas s'étendre là-dessus, mais non, mais c'est toujours alors L1B, oh là là, parce qu'il y a le L1A qui est, je crois que c'est 1 an, L1B c'est le 3 ans, il me semble, à vérifier. Mais là, il me prend de court à rentrer dans les L1B, visa. Que- Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est ce dont je parlais en fait. Donc le L1B, il m'a fait douter. Le L1B, c'est transfert de manager ou de spécialiste sur une filiale qui est bien existante. Et donc là, vous pouvez espérer un L1 de 3 ans renouvelable une fois. Le L1A, c'est le L qui est accordé pour 1 an quand c'est une nouvelle filiale. d'accord. Ah, après, je vais peut-être avoir besoin de faire une toute petite recherche si tu as le temps. Quelqu'un nous dit, Morgan nous dit, j'ai un visa RB1. Oh, la religieux, je ne les fais pas. Alors, si je lis bien, mais elle pose quand même une question. OK? Euh, Si je lis bien, bon, j'imagine qu'elle sait le visa qu'elle a, Morgane, que vous savez. Je suis arrivé à Fort Lauderdale, marin professionnel sous pavillon étranger, et je souhaiterais pour vivre en Floride. Quel parcours dois-je suivre pour petit à petit accéder à la carte verte? Elle lit bien Non. petit à petit, ce qui est judicieux, Oui, je sachant que comprends. j'ai une épargne de 150 000 euros disponible et réservée pour l'investissement professionnel. Alors, j'ai un petit souci parce que R, c'est visa religieux, mais elle parle qu'elle était elle travaillait sur un bateau. Bah, peut-être qu'elle était Non, non, parce qu'en fait, religieuse sur un il y a un bateau. statut Ouais, particulier, pour le les D. marins. Ouais. Et Hmm. donc, on ne peut pas faire d'ajustement de statut quand on arrive en D, sauf exception. C'est pour ça que je ne comprends pas trop comment elle est d'un bateau, comment elle est passée à un R. OK? Donc, s'il n'y a pas de problème à ce sujet-là, il faudra qu'elle me contacte. Évidemment qu'elle peut faire le visa E2 pour pouvoir rester, pour ne plus être dépendante de son sponsor américain. Le visa R, je répète, n'est absolument pas ma spécialité, je ne l'ai fait pas. De mémoire, le sponsor américain, c'est-à-dire en général, R, c'est religieux, hein. Donc c'est une église, c'est un temple, etc., qui a fait la demande, peut sponsoriser pour la carte verte, mais alors la procédure, je ne la connais pas du tout. Là, vraiment, je ne D'accord, vais pas m'avancer. d'accord. J'espère, Morgane, que vous avez entendu notre réponse. Et dans la conversation et aussi à l'écran, vous voyez le numéro de téléphone de Paola. Vous pouvez texter sur ce numéro, d'ailleurs, le 941 371 88 00, ou lui envoyer un email, ce qui est encore plus simple. Et Et pour rebondir là-dessus une seconde, Romain, pardon. donc évidemment, email, c'est moi qui les lis, donc là, vous pouvez écrire en français. Quand vous textez au numéro de téléphone, pareil, tout peut être en français. D'accord. Parce que je confirme, tu parles très bien français. Merci. Et et américain avec un français avec beaucoup de mots américains, mais Mais c'est un bon parfois, signe. C'est un je bon sais, signe. Ça veut dire que je tu es là sais. depuis un moment et que tu sais de quoi tu parles, hein. Mm. Alors j'ai une question que j'adore.
Euh, attends, je vais là. Voilà. Une question de Laetitia, que je ne connais pas, mais elle nous dit bonjour Paola et Romain. Ah, déjà, je trouve ça sympa. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que la presse dont vous parlez pour l'EB1 inclut les réseaux sociaux, YouTube et tous les canaux où il y a des followers et des vues, ou est-ce qu'il doit vraiment s'agir de vrais articles, entre guillemets, dans les médias? Ok. Donc là, me lancez pas sur le B1, c'est quand même ma carte verte préférée. J'ai alors travaillé là-dessus. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, l'immigration est un dinosaure. Ce qui veut dire qu'ils sont encore sur les anciennes notions où il nous faut des magazines papier. Ok. En revanche, ils sont quand même pas à l'époque du T-Rex, ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de publications digitales, donc ça, on peut les utiliser. Les réseaux sociaux, à part si vous avez des milliers de followers, pour l'instant, pas vraiment. Ça peut Et, vraiment pas être juste ce que vous avez dans votre Pricebook. et Si vous une avez un interview. mélange de tout, Hmm. oui. Mais Et si le plus gros de votre présence dans la presse, c'est les social media, non. et une interview sur YouTube par un Bien influenceur bien sûr, célèbre, oui. là, ça compte. Bien sûr, tout à Voilà. fait. Là, j'en ai fait un, je me souviens plus comment il s'appelle, l'influenceur européen. Là, il est en train de travailler sur une interview incroyable sur Drucker. C'est un jeune. Il a interviewé un de mes clients. Génial, bien sûr. Mais il a, je sais plus combien de milliers de followers. Donc oui, On ça parle de marche. centaines de milliers, en fait. Oui. Voilà. Alors, autre question. Bonjour, je suis citoyenne française de 54 ans et je cherche un moyen de pouvoir rejoindre mon ami français qui est en mission, ami, j'imagine, petit ami, qui est en mission aux États-Unis pour 4 ans pour une institution diplomatique française. Nous ne sommes pas mariés ensemble et je vis encore officiellement en France. Je souhaite pouvoir y travailler, mais je n'ai pas de compétences exceptionnelles. J'ai obtenu un DESS en commerce international. J'ai une expérience professionnelle de 20 ans en management de services. Une de mes sœurs vit aux USA et dispose d'un passeport américain. En plus de son passeport français, quelles sont mes chances de pouvoir obtenir un visa et sous quel délai? Bon, la question est assez large, mais OK. parce qu'il y a Donc plein de là, scénarios. on va pas reprendre toute la présentation. Voilà. Mais ça veut dire que le conjoint est probablement sous visa A ou G, G comme Georges. Ok. Donc là, à part s'il se marie, ce qui est vraiment le moyen le plus rapide et le plus Et simple ouais. de venir le rejoindre, là, elle aura un A2 ou G2. Ok. Et elle pourra passer les 4 ans avec lui ici. Si le mariage n'est pas une option, bah là, vous retombez dans trouver un employeur américain qui peut vous sponsoriser pour un emploi. Donc là, ça prend évidemment du temps. Et sinon, c'est le visa investisseur où là, franchement, une fois que l'investissement est fait, vous avez votre entretien au consulat dans les 4 semaines. Donc là, évidemment que ça peut être rapide. Ce qui prend du temps, c'est évidemment de trouver le bon business à créer ou à racheter. Ça prend du temps. Ça n'a rien à voir avec l'avocat d'immigration. Mais une fois que l'investissement est fait, la procédure derrière, elle est rapide. Et je veux rajouter une chose, juste au cas où j'ai pas été clair dans la présentation, parce qu'on a souvent cette question en romain, c'est oui, votre business, quand on fait un visa, une demande de visa E2, visa investisseur, votre business, il est ouvert aux clients au moment où vous allez à l'entretien au consulat américain à Paris. Donc, vous prenez le risque. OK? Ah, ceci étant dit, les gens ont toujours très très peur. Comment ça, j'investis 100 000, j'ouvre un restaurant, j'ai des employés, qu'est-ce qui se passe si mon visa n'est pas approuvé? En fait, il ne faut pas voir ça comme ça. Dans une démarche de visa E2, si votre projet est bon, votre visa E2 sera approuvé. Je fais des visas E2 depuis 2004, j'ai jamais eu un visa E2 de refusé. Jamais. OK? Donc, il n'y a aucune raison que votre visa soit refusé. Mais légalement, quand on fait la demande à Paris, Paris nous demande les preuves que l'investissement a été fait. Donc, c'est des factures. Vous avez réellement dépensé, il y a eu 100 000 dollars d'arrivée sur votre compte business et vous avez vraiment acheté un restaurant. Il y a, il y a l'acte de vente, par exemple. Vous avez vraiment des employés. Donc là, on a les salaires de payer, etc. Justement, combien d'employés nous demande Laetitia comme ça en Ça dépend réponse du à ça? business. Combien d'employés minimum à créer en Au EB? moins deux. Mais vraiment, D'accord, ça dépend du business. d'accord, bien Et c'est sûr. employé, employé. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous faites travailler les gens, il y a deux façons de les payer. Vous avez le salaire, qu'on appelle le W2, et vous avez les sous-traitants, le 10,99. Donc, par exemple,
très très souvent, les coiffeurs sont en 10,99. Ils ne sont pas employés. OK? Ils touchent un pourcentage sur les clients sur lesquels ils travaillent. Donc pour l'immigration, quand on fait une demande de visa E2, c'est le W2 qui compte, c'est-à-dire les employés à Voilà. qui vous payez un salaire tous les 15 jours. Aux États-Unis, Voilà. on paye tous les 15 jours. Voilà. OK? Employé, non pas freelance, on pourrait dire. C'est ça. Voilà. Larbi, que je connais bien parce qu'il vient souvent le mercredi nous voir, qui nous Oui, dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté française. C'est très sympa, Larbi, d'écrire ça. Chantal qui nous dit puis-je avoir un permis de travail avec un visa A1? Mon conjoint est diplomate. c'est pas ma spécialité. Ah, je suis pas Bah, sûre. Attends, une seconde. Parce que ça se fait par les consulats, donc on est rarement dans la boucle. Un. j'ai vu votre main levée, Morgane, et si vous souhaitez parler, je vous donnerai, je vous ouvrirai le micro, mais à la fin des questions écrites, si ça vous embête pas. Non, ça, c'est une bonne question. Par contre, c'est bizarre que le consulat ou l'organisation qui a fait le visa ne prévienne pas le conjoint. Bah oui, c'est une information Donc, en fait, pour le A1, vous avez le droit de faire une demande de permis de travail. Donc là, vous faites le formulaire, le I à 765. C'est-à-dire que le A1 sur votre passeport ne vous donne pas le droit de travailler. Il vous donne le droit d'appliquer pour un permis de travail. qui va prendre du temps. 6 à 7 mois. Voilà. Euh, donc, Morgane nous demande, donc un visa E2 peut-il déboucher sur un EB1? Oui, Voilà. Donc, bien nous, sûr. nous créons une Après, société. voilà, le B1, faut être la crème de la crème. Donc, Voilà. c'est si vous êtes déjà quelqu'un, mettons, vous pourriez qualifier pour un O, par exemple, ok? Mais vous voulez pas un employeur américain, vous voulez pas vous embêter avec ça. Vous arrivez en E2 et là, vous allez développer votre business ou votre art ou si vous êtes dans la restauration, un restaurant de dingue, etc. Et de là, vous allez partir sur un EB1. Thierry nous demande, quid de la carte Gold de Trump ou Ah, j'allais oublier. Merci. Merci Thierry. J'allais quoi m'oublier. Donc, la carte Gold. On attend les détails dans les 90 jours. Donc, on espère que d'ici décembre, on aura les détails de comment, quand, combien de temps, combien ça va coûter, etc. Ce qu'on sait pour aujourd'hui, c'est vous allez faire un chèque de 1 million de dollars au gouvernement américain. Bah, c'est ça le truc hein, aussi. Hein. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'on fasse un chèque au gouvernement américain. C'est-à-dire que c'est pas un investissement. Non. C'est comme une espèce d'amende qu'on aurait à payer. Voilà, c'est perdu. Donc, et là, vous obtenez, mais sous quelles conditions? On attend toujours, puisqu'ils nous parlent, ils nous ont parlé d'intérêt national, d'habilité extraordinaire. Je ne sais pas, est-ce qu'ils attendent des prix Nobel qui, en plus, peuvent écrire un chèque d'1 million de dollars? Aucune idée. OK? Mais la Gold Card a été approuvée par décret exécutif. OK? Donc, c'est pareil, il faut quand même que ça passe par le Congrès. Et surtout, président Trump a dit à l'immigration qu'ils avaient 90 jours pour mettre en place la procédure. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, je ne peux même pas vous dire combien ça va coûter, en plus du million pour faire le processus, combien de temps ça va prendre. Ils nous disent rapidement 15 jours, 15 mois, on ne sait pas. Et ensuite, quelles sont les qualifications que vous devez avoir, les critères auxquels il faut répondre en plus du chèque de 1 million de dollars, on ne sait pas. Donc là, recontactez-moi en décembre. J'ai déjà pas mal de gens qui m'ont contacté dès qu'il a annoncé ça. Pour l'instant, on est en attente. Alors, Didier nous demande, on en a déjà parlé tout à l'heure, si on a une sœur ou un frère américain, peut-on être sponsorisé et sur quel visa, par quelle procédure, etc. Alors, votre frère et sœur américain ne vous sponsorisent pas pour un visa, ils vous sponsorisent pour la carte verte. Voilà. Donc, un Américain a tout à fait le droit de faire une application pour un frère ou une sœur non américain. Mais comme on disait tout à l'heure, si vous êtes français, aujourd'hui, les délais, c'est à peu près 14-15 ans. Et pendant ces 14-15 ans-là, vous attendez à l'extérieur. Votre, En fait, pour répondre autrement, votre frère américain ne peut pas vous sponsoriser. Alors, à part s'il a sa propre compagnie américaine, évidemment. OK? Donc, si votre frère a une grosse compagnie aux États-Unis et que
il peut justifier de votre embauche à cause de vos compétences professionnelles, bah là, vous tombez sous les visas de travail normaux, donc le H1B, le O par exemple. Euh, la compagnie américaine de votre frère peut faire une demande de carte verte basée sur l'emploi, le EB2, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit votre frère. Tout à fait. On a Gilliane que je connais bien et que tu as aussi rencontré, euh, Paola, pendant le Zoom qu'on anime les mercredis, qui nous dit: Je suis devenue américaine il y a 2 ans, je voudrais rentrer en France pour les vacances de Noël. Comment naviguer l'immigration en France et au retour aux US? Quel passeport utiliser? Bah, le français pour rentrer en France, Ouais, l'américain pour l'américain revenir. pour entrer aux États-Unis. Hein. Et au pire des cas, sinon, vous êtes un vacancier américain pendant les vacances en France. Mais n'hésitez pas, on en parlera mercredi si vous voulez. Alexandre qui nous dit bonjour, ok. Mais ah oui, quelle est la différence entre le J1 interne et trainee? Quelles sont les conditions d'obtention des J1, etc. Donc là, Romain, si vous pouvez leur mettre le lien pour parenthèse, parce qu'en fait, le J1 Entre est, autres, mais est rarement une spécialité d'avocat. Moi, j'en fais pas, puisque vous passez par des sponsors préapprouvés par l'immigration, telle parenthèse. Là, Romain va vous mettre le lien. Il y en a d'autres. Il y a Work Abroad, Go c'est Abroad. pas la peine de le mettre. Vous mettez parenthèse, stage aux États-Unis, vous allez le trouver Voilà. sur Google en 2 secondes. Et Mais donc là, ça se fait vraiment à travers ces organismes-là. Euh, donc moi, je peux pas vous donner de détails. Je fais voilà, jamais de visa J. Ils n'ont pas besoin d'avocat. voilà, on ne passe pas par des avocats d'immigration. Non. Pour le visa E2, puis-je utiliser des fonds 100 000 dollars américains de ma société canadienne? Puis-je demander une carte verte pendant la durée du visa E2? Alors, OK, une chose à la fois. Hmm. Pour le visa E2, on doit prouver que les fonds investis sont personnels. Donc, si vous avez de l'argent sur une compagnie canadienne, vous allez devoir sortir cet argent de la compagnie, payer les taxes que vous devez payer au Canada là-dessus, mettre ça, ce qui reste après paiement des taxes, des impôts, sur votre compte privé personnel, et là, transférer cet argent sur la compagnie américaine que vous avez créée pour obtenir un visa E2. OK? Donc, pour le visa E2, il ne peut pas y avoir de transfert d'argent d'une compagnie à une autre, compagnie française ou canadienne à une compagnie américaine. Ça ne fera pas partie de l'investissement considéré par l'immigration pour vous accorder un E2. C'est-à-dire que par exemple, vous dites, OK, donc là, moi, je vais investir 100 000 de fonds propres et pour 100 000, j'ai 51% d'épargne. Mais j'ai besoin de plus d'argent pour monter le business que j'ai envie de monter aux États-Unis. Donc là, par exemple, votre compagnie canadienne, pardon, votre compagnie canadienne va transférer de l'argent pour 49% des parts de la compagnie, de votre compagnie américaine. Donc là, c'est possible. En revanche, faut que c'est du sens. C'est-à-dire que si vous achetez, on va prendre un chiffre rond, vous achetez un restaurant à 200 000 dollars. OK? Vous ne pouvez pas vous dire, OK, moi j'ai 51% d'épargne, je mets 10 000 dollars. OK? Et pour 49% d'épargne, ma compagnie américaine va mettre les 190 000 restants. Non. En fonds personnels, il faut toujours mettre à peu près 100 000. C'est-à-dire que sur un restaurant de 200, vous mettez vos 100 000. Et le reste est mis par votre compagnie canadienne, par exemple. OK? Donc ça, c'est première question. Deuxième question, oui, une fois que vous êtes en E2 ici pendant 4 ans, et si vous êtes canadien, c'est 5 ans, vous pouvez tout à fait faire une demande de carte verte si vous qualifiez. Alors, pareil, on repart sur est-ce que vous qualifiez pour une carte verte EB2, c'est-à-dire que c'est un employeur américain, une autre compagnie qui fait une demande pour vous, pour votre carte verte, ou un EB1, c'est-à-dire que vous êtes exceptionnel, ou un EB5, c'est-à-dire qu'après 1 an et avoir investi 100 000, vous vous rendez compte que là, vraiment, c'est bon, vous allez investir le reste pour avoir investi 1,50 million, et là, vous vous lancez sur le B5, tout à fait. OK? Et je répète, on ne peut pas s'auto-sponsoriser. Quand vous arrivez en E2, votre compagnie américaine ne peut pas vous sponsoriser pour votre carte verte. Tout à fait. Euh, alors Catherine nous dit qu'elle est arrivée un peu tard et qu'elle voulait t'entendre surtout sur la carte verte. Which Donc on one? va pas en OK. reparler, mais donc évidemment il y a une rediffusion, c'est la question que vous me posiez. Et le mieux pour bien suivre cette rediffusion, bien être au courant quand elle sera diffusée sur le Funstrict, c'est de vous abonner à notre newsletter, c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins vous n'allez pas le rater.
Mais tout ça, tout ceci, tout ce qu'on raconte est enregistré. Alors, on a aussi mon fils a alors, est-ce que tu as encore quelques minutes? Oui, bien sûr. On va essayer d'accélérer. Mon fils a un visa J1 pour préparer un Master 2. Peut-il travailler aux USA après ses études? On en a un peu parlé. Ben, c'est un peu bizarre. Ok, donc s'il est en J1, il ne peut travailler que pour l'employeur, le sponsor qui a fait le J1. En revanche, Oui. s'il va faire des études comme un master, il serait malin de transférer sur un F1 et comme ça, il pourra travailler. Sous F1, il y a deux options. Soit l'étudiant travaille à mi-temps sur le campus, pas vraiment intéressant, vous n'allez pas payer beaucoup de factures avec ça. Ou vous accumulez tous vos jours de travail et une fois que vous avez fini vos études, vous avez droit à un OPT de 1 an à 3 ans selon les études que vous faites, qui là vous permet d'aller travailler pour un vrai job, pour une vraie compagnie américaine. Et si vous faites du bon boulot, évidemment que cet employeur américain peut décider de faire une demande de visa de travail et ou de carte verte basée sur l'emploi pour vous. Morgane nous dit pour mon mari est opticien, il est à son compte en France et nous souhaitons venir aux États-Unis. Son diplôme d'opticien n'est pas valable sur le sol américain. Peut-il quand même ouvrir un commerce dans l'optique? Euh, Alors oui, bien sûr. voilà. Donc, ok. Il peut être en gros, attends, Il peut répète être le, opticien. comment ça, il peut pas être opticien, hein, c'est un ophtalmo, il peut pas, mais Non, opticien. ça non. Mais opticien, en tout cas en France, c'est. Mais aux États-Unis, peut-être il y a une licence, mais en tout cas, il suffit d'avoir un employé qui Oui, c'est possède ça. la Je suis qualification. pas convaincue que ce soit si difficile que ça. Ophtalmo, tout ce qui est Bien sûr, médical. médical, non. Mais opticien, je suis pas sûre que ce soit interdit, que ce soit difficile à obtenir comme licence. Et puis ça dépend des États. Oui, Voilà. en plus. Tous les États ne sont pas réglementés de la même façon. Oui. Mais après, pour répondre à la question, évidemment, là, ce serait la famille idéale pour un visa investisseur, le visa E2. Euh, Moi, j'irais quand même vérifier opticien parce que en Floride, j'ai pas l'impression qu'il faut repasser un diplôme. Il faut juste passer une licence, un peu comme les agents immobiliers. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Oui, tout à fait. Donc la réponse est plutôt une bonne idée, Morgane, et ça demande un Oui. petit peu de À travail. vérifier dans quel état c'est le plus simple. Parce que je Mm. pense pas que ce soit enfin, je pense pas que ce soit compliqué partout, hein. Parce que grosso modo, Morgane, dans certains États, les choses sont plus compliquées que d'autres États plus libres, comme le Texas et la Floride, où c'est en Mm. général plus simple. C'est comme ça, c'est une question d'état d'esprit des États. Maxime qui nous dit, vous mentionnez être spécialisé dans le business. Non, alors, non. J'ai pas compris la question de Maxime. Merci pour cette présentation. Vous mentionnez être spécialisé dans le business. Pouvez-vous suggérer un pair pour un avocat de pair pour un profil scientifique doctorat pour un H1B? Bah, c'est parce que tu as dit que tu faisais beaucoup de cartes Ah, vertes. parce que tu fais beaucoup de... Voilà, Oui, mais alors, non, c'est... franchement, c'est beaucoup plus simple de faire un H1B sur un scientifique que sur un businessman. Donc là, par exemple, j'ai une doctorante en biologie qui travaille pour comment on appelle, les jardins tropicaux comme on a à Miami. Tu sais, le Fairchild Tropical Garden. tout à fait, Donc, c'était beaucoup plus simple de lui obtenir un H1B que pour un business people, hein. Donc, évidemment. non, c'est l'inverse. Je donne toujours l'exemple du business parce que c'est plus difficile à obtenir. Donc, Mais vous les pouvez contacter scientifiques, Paola ouais, pour ce genre scientifique, c'est de beaucoup plus simple. scientifique. Au contraire, vous serez bien reçu. Est-il est-il intéressant d'avoir une certification TOEIC de langue, j'imagine, pour un visa E2 ou un visa en général? Alors, eux deux, non. En revanche, donc non, la réponse est non définitive. En revanche, n'oubliez pas, pour un visa E2, comme vous arrivez à l'ambassade américaine et pour essayer de les convaincre que votre business, votre idée business aux États-Unis va fonctionner, parlez anglais. Évidemment, ça fait partie quand même des normes qui vont regarder, des choses qu'ils vont regarder. C'est si vous parlez pas du tout anglais, ils vont bien se demander comment vous allez réussir aux États-Unis avec un investissement en visa E2. Ensuite, pour les autres visas de travail, de toute façon, oui, c'est plus l'employeur qui va vous demander ça que l'immigration. L'immigration ne vous demande pas ça. Si l'employeur estime qu'il a besoin de vous, donc votre anglais est suffisamment bon pour qu'il ait besoin de vous, l'immigration ne va pas se poser la question. J'en reviens tout de même à l'entretien si ça se passe au consulat. Si vous ne parlez pas anglais,
ils vont quand même se demander pourquoi l'employeur a besoin de vous, hein. Ok. Donc le visa E2, si votre anglais n'est pas parfait, c'est pas grave. En revanche, si vous faites un L, un O ou un H, un B et que votre anglais est vraiment pas bon, là, l'immigration au consulat risque de se poser des questions. Tout à fait. Et Morgane revient avec son projet d'opticien. Et Morgane, le plus simple, si vous écoutez encore, c'est aussi d'ouvrir une boutique d'optique Mm. et d'employer quelqu'un. Si vraiment vous aviez besoin de posséder une qualification, c'est vous pouvez très bien embaucher quelqu'un qui l'a. Voilà, parce que de toute façon, vous aurez sûrement besoin d'employer. Ou alors, effectivement, de passer cette équivalence, sorte d'équivalence, pour obtenir la licence si elle est nécessaire. Mais si vous faites des recherches de licence, faites-les bien par État. Ok. Parce que les équivalences ne sont pas les mêmes. Pardon, Paola, je t'ai un peu Pas de pris la souci. parole. Alors, on a deux personnes qui ont levé la main. Il n'en reste plus qu'une. On a Mélissande Millet. Mélissande, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vais vous ouvrir le micro. Et vous avez levé la main. Alors, peut-être c'était pour nous faire coucou. Euh, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, Paola. On n'a pas d'autres questions. On a tout traité. Parfait. On a parlé d'immigration américaine pendant 1 h et 12 minutes. C'est pas mal. Merci beaucoup pour ton temps. Pas de Euh, souci. Je suis très contente d'avoir pu répondre à certaines questions. J'avais peur de faire une présentation trop longue, ce qui ennuie les gens. Là, répondre aux questions, c'est toujours parfait pour justement couvrir certains visas et répondre à des questions personnelles. Donc, ouais, j'espère c'est que j'ai pu aider certaines personnalisé. personnes. Voilà. En tout cas, je sais que ton temps en ce moment est très précieux parce que avec tout ce qui se passe dans Mm. l'immigration, avec l'immigration, évidemment, tu as beaucoup de sujets à traiter en ce moment et parfois des sujets un peu compliqués pour des situations Oui. compliquées pour tes clients. Pas tous, évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup d'étrangers qui viennent aux États-Unis, beaucoup de Français, et notamment par le visa E2. On est d'accord, les chiffres sont plutôt bons, les Les demandes sont... chiffres sont très bons. Voilà. Les problèmes qu'on a au niveau de l'immigration sont absolument pas avec les Français qui veulent venir en visa de travail ou en visa investisseur. On n'a aucun Voilà, souci ça n'a aucun pour l'instant. impact. Non, aucun. Voilà, parce que encore une fois, c'est pas du tout le même type d'immigration. En tout cas, cette immigration-là, elle est plutôt privilégiée aux Ah États-Unis. oui, c'est ce qu'ils appellent l'immigration au mérite, l'immigration choisie, ce qu'on a toujours eu aux États-Unis, donc elle est plus que choisie. Et donc là, on n'a pas de souci du tout. Là, j'ai des visas E2 qui passent au consulat à Paris toutes les semaines, aucun problème. Aucun. Tout à fait. Euh, Merci encore, Paola. De À rien. très bientôt À et très merci, bientôt. merci à tous. À demain, Romain, et très bonne soirée à tout le monde. Exactement. Au revoir et n'oubliez pas de nous suivre sur le Fantasy, comme ça vous pourrez revoir cette vidéo et ce webinaire. À bientôt, Paola. Au Au revoir. revoir.